Bien, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler de lutte contre la menace asymétrique des bâtiments militaires. Donc, ma présentation va être un peu technique, mais raisonnablement technique. Donc, quelques mots sur le contexte opérationnel. Quels sont les navires qui sont concernés? Pratiquement tous les bâtiments militaires, donc depuis un patrouilleur jusqu'à un porte-avions, et que l'on va considérer en temps de paix ou en temps de crise, où il existe un cadre juridique strict, le temps de guerre étant trop particulier. Donc la menace que l'on considère, c'est la menace asymétrique. Ici, j'ai considéré la composante de surface de la menace asymétrique. Il y a d'autres composantes. Cette composante de surface, elle est très protéiforme, puisqu'on considère qu'il y a des embarcations de type extrêmement différents. On va du jet ski au chalutier. Et parfois, on a des embarcations qui sont très, très rapides et très manœuvrantes, ce qui est souvent très difficile à traiter. Donc, mais dans tous les cas, elles opèrent suivant deux modes bien spécifiques. Donc, soit l'attaque suicide, c'est-à-dire que l'embarcation est chargée d'explosifs et va au contact, soit elle se rapproche de la cible avec des tirs à distance au moyen de diverses armes, en particulier des lance-roquettes. En ce qui concerne l'environnement, donc les zones privilégiées, ce sont les zones littorales. Donc lorsque le navire est en entrée-sortie de port, lorsqu'il passe un détroit ou différentes zones resserrées, et aussi lorsqu'il est taqué. Par définition, donc, on est à proximité des côtes, ce qui ne simplifie pas la tâche, au contraire, ce qui la complexifie beaucoup, puisqu'on est dans un espace réduit qui limite les manœuvres, où on peut être masqué par du relief et où on a souvent affaire à un trafic civil qui peut être très très dense, en particulier donc des différents navires de commerce et des pêcheurs. Donc, comment est-ce qu'on lutte contre cette menace? Donc, je vais d'abord commencer par présenter le concept de survivabilité, qui est un concept né dans le domaine militaire, mais qui peut très bien s'appliquer dans le domaine civil, à partir du moment où on a une problématique d'agression intentionnelle, donc une problématique de sûreté. Et ensuite, ce concept de survivabilité, il a pour vocation d'être déclinable en fonction des différentes menaces que l'on doit traiter. Donc, on prend un système très très général, donc le système d'intérêt, et qui est face à une agression potentielle, c'est-à-dire ce n'est pas encore une agression avérée. Donc, on a une première couche de défense qui est empêcher l'agression. Alors, empêcher l'agression, ça peut être en étant extrêmement dissuasif, ou ça peut être au contraire en étant extrêmement furtif, discret, de façon à ce qu'on ne nous voit pas. Bon. En ce qui concerne la menace asymétrique, c'est pas très très adapté, puisqu'on a souvent affaire à des comportements irrationnels, voire suicidaires, donc empêcher l'agression, c'est pas très très simple. Si l'agression se produit, donc on a une deuxième couche de défense qui est éviter d'être atteint. Si malgré tout cette couche de défense ne fonctionne pas ou fonctionne mal et que le système est atteint, donc on a une troisième couche qui est minimiser les dommages. Si malgré tout encore cette couche fonctionne pas très bien, donc et si on a des dommages qui sont significatifs, on a alors la quatrième couche qui est restaurée, reconfigurée de façon à être en mesure de continuer sa mission, donc au mieux à de continuer sa mission. Donc l'ensemble forme la survivabilité, donc qui se décompose en susceptibilité les deux premières couches, vulnérabilité la troisième couche, et restauration, la quatrième couche. Alors, on entend depuis quelque temps parler beaucoup de la notion de résilience. Donc, si on veut tenter, bien qu'il n'y ait pas de définition universelle, mais si on veut tenter de situer cette notion de résilience sur ce schéma, eh bien, elle se situerait ici, c'est-à-dire qu'elle adresserait la troisième et la quatrième couche, c'est-à-dire minimiser les dommages et restaurer, reconfigurer. Donc, ce concept est un concept de défense à profondeur qui a pour but de maximiser la protection du système d'intérêt. Donc, ce système, comme je le disais, a pour vocation de se décliner en fonction des menaces. En ce qui concerne la menace asymétrique, il se décline premièrement
sous la forme d'un domaine de lutte, qui est la LCMA, donc lutte contre la menace asymétrique, au même titre qu'on a le domaine de lutte sous-marine ou de lutte air-surface. Et donc je vais le décrire très rapidement de manière fonctionnelle. Bon, d'abord, il adresse la deuxième couche de défense qu'on a vue précédemment et éviter d'être atteint. Donc il est constitué par une fonction qui est une fonction classique, détection, identification, localisation. Puis une fonction d'avertissement, c'est-à-dire que quand on considère que l'embarcation commence à se rapprocher un petit peu trop près, mais toujours avec des moyens qui ne présentent aucun effet gênant, on avertit simplement. Ensuite, on monte d'un cran et on a la fonction contraindre, dissuader, donc là avec des moyens qui provoquent des effets désagréables, voire très perturbants, mais toujours réversibles. Durant cette séquence, donc, on doit mettre à profit le temps, qui est souvent d'ailleurs assez court, pour essayer de classifier la menace. Est-ce que l'embarcation en question, est-ce qu'elle est hostile ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Et si elle est déclarée hostile, on a donc la dernière fonction, qui est la fonction neutralisée, avec là donc un effet d'arrêt qui est l'effet recherché, et avec bien sûr là des risques de létalité. Donc on a affaire ici, pour cette couche de défense, à une approche qui est parfaitement graduée. Et il ne faut surtout pas oublier la fonction d'enregistrement des preuves. Il est absolument nécessaire donc d'enregistrer tous les comportements cinématiques des acteurs, les actions entreprises, etc., pour pouvoir, dans des problématiques donc juridiques, amener les preuves qu'on a on a procédé aux actions nécessaires. Donc là, je vous ai fait une petite description fonctionnelle. Donc du point de vue des moyens, donc un système complet de lutte contre la menace asymétrique va se composer d'un poste de gestion avec des opérateurs, d'un certain nombre de senseurs dont les plus classiques sont radar, caméra, AIS, etc. Bon, il peut y avoir d'autres senseurs un peu plus originaux dont certains proviennent du domaine terrestre. Et puis ensuite, donc, des effecteurs que l'on décompose donc en deux grandes catégories, des effecteurs non létaux qui vont servir essentiellement à l'avertissement, donc des moyens qui sont des moyens acoustiques, des moyens lumineux, et des effecteurs létaux, donc que l'on pourra utiliser aussi en version non létale sous forme de semonces, et aussi pour effectuer des tirs au but. Et donc le concept de survivabilité se décompose aussi, à côté du domaine de lutte, par un domaine qui est beaucoup plus technique et purement technique, qui est la vulnérabilité, donc là qui adresse la troisième couche de défense de la survivabilité, qui est minimiser les dommages. Donc c'est la fonction résister à un impact d'armes lorsqu'il y a des tirs à distance, donc des tirs de roquettes, de grenades, etc., ou la fonction résister à une charge explosive en cas d'attaque suicide. Donc là, les moyens mis en œuvre sont donc la recherche de matériaux particulièrement résistants, différents types de blindage ou un compartimentage optimisé des navires. Bien protéger un bâtiment contre la menace asymétrique, c'est minimiser en fait deux grandes catégories de risques. Donc la première catégorie, c'est le risque de méprise. Donc là, qui est illustré ici par un incident qui a été assez peu médiatisé et qui s'est passé près de Dubaï en 2012, où on a un navire américain qui a tiré sur une embarcation se croyant menacée, et cette embarcation s'est avérée être une embarcation de pêcheurs, et donc elle a causé un mort. Bon, il faut savoir que toute la séquence, là j'ai pas le temps de passer le petit film, j'avais un petit film, mais toute la séquence de détection, identification, avertissement, contrainte, etc., très souvent, ça peut se passer en un temps très très réduit, et dans le cas qui nous occupe ici, c'est environ 2 minutes. Donc il faut savoir que les choses vont très très vite et qu'il faut prendre les bonnes décisions et au bon moment. Et le deuxième risque, donc, c'est le risque d'être atteint. Donc là, c'est
illustré par un incident qui a été, lui, beaucoup plus médiatisé, qui est le destroyer américain USS Cole, donc au Yémen en 2000, où là, une attaque suicide a causé 17 morts. Donc, bien se défendre aussi contre la menace asymétrique, c'est avoir un certain nombre donc, de compétences que la DGA s'efforce de rassembler en s'appuyant donc en s'appuyant largement sur l'industrie, notamment les PME, et aussi sur le monde académique, donc par le biais des études amont ou des dispositifs qui ont été cités ce matin, hein, comme les dispositifs rapides, Astrid, etc. Donc là, je cite là sur les 2 dernières planches un certain nombre de thèmes d'intérêt. Donc les industriels qui sont présents dans la salle s'y retrouveront. Donc en termes de détection, pistage, identification, des traitements radars qui doivent être adaptés pour des petites cibles manœuvrantes, la problématique de fusion d'informations radar et caméra pour mieux détecter, pour mieux pister, pour mieux identifier, des nouveaux systèmes optroniques essentiellement pour l'identification comme l'imagerie active, et bien sûr le traitement d'images, là aussi particulièrement important, pour mieux identifier, donc mieux classifier les embarcations qui peuvent être des menaces. En termes d'avertissement et jusqu'à la neutralisation, donc ne pas négliger les moyens conventionnels dont beaucoup sont sur étagère, mais pas tous. Donc j'ai parlé de systèmes lumineux, de systèmes sonores, mais il peut y avoir aussi des lanceurs de charges non létales, etc. Et puis ensuite, de manière un peu plus prospective, travailler sur les armes à énergie dirigée, donc les lasers de puissance ou les micro-ondes de forte puissance, qui sont des alternatives aussi à la contrainte et à la neutralisation. L'utilisation des drones aussi pour la surveillance et l'intervention, que ce soit les drones aériens ou les drones de surface, c'est l'idée est d'obtenir de la longe par rapport aux moyens propres du bateau. Et on sait que gagner de la longe, c'est gagner du préavis, et c'est très important face à cette menace-là. Le processus d'exploitation aussi, hein, l'organisation du poste de gestion, présenter de manière optimale l'information, quel type d'information, vers quel type d'opérateur ou quel décideur dans la chaîne de lutte, sur quel support. Donc il faut penser maintenant à introduire les supports modernes comme les tablettes tactiles, les tablettes, etc. et réfléchir à l'aide à la décision et aux automatismes. Bon, on sait bien que l'homme sera toujours dans la boucle face à cette menace, mais néanmoins, avec des préavis très courts, il faut arriver à déterminer un juste niveau d'automatisme. Et enfin, la vulnérabilité, donc des techniques nouvelles pour protéger des locaux critiques. Donc, je conclurai mon intervention en précisant, mais bon, je pense que vous l'avez bien deviné, que la plupart des thèmes que j'ai cités ici ont un caractère dual très prononcé. C'est-à-dire que les travaux que nous menons ensemble sont des travaux qui vont être utiles au domaine militaire, mais qui vont être également utiles au domaine civil. Je pense à la protection des ports, à la protection offshore, des installations offshore, et aussi à la lutte contre la piraterie.